Ariel Imi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous sortez cet essai sur les libertés, le coup d'état d'urgence aux éditions du Seuil. Est-ce que, pour commencer, vous comprenez les raisons de ce troisième confinement qui pourrait arriver ? S'il y a une épidémie importante avec des variants et des mutants et qu'il y a effectivement un plus grand nombre de cas, bien évidemment, il faut prendre des mesures sanitaires. Des mesures quand même que vous questionnez dans votre livre. Vous pensez que l'État par nature cherche à réduire les libertés, est-ce qu'il ne cherche pas aussi à protéger ses citoyens ? Alors, le livre n'interroge pas les mesures sanitaires en elles-mêmes, sauf quand il était reconnu par l'État qu'il y avait eu des erreurs, soit de décision, soit de communication. La question, c'est de savoir quel dispositif légal on utilise pour faire face à une crise, comme ce fut le cas en 2015 pour la crise terroriste. Après les attentats du Bataclan, on a utilisé un état d'urgence sécuritaire qui est né en 1955, puisque c'est sur ce moule, celui de l'état d'urgence créé pendant la guerre d'Algérie, qu'on a créé cet état d'urgence. Puis on a recréé un nouvel état d'urgence sanitaire en 2020, toujours sur la base de ce moule, et on a créé finalement un état d'exception qui perdure. Ça fait 3 ans sur 5 ans que nous vivons en état d'exception, en état d'urgence. Alors, est-ce que vous craignez, si on parle là de l'état d'urgence sanitaire, c'est arrivé avec l'état d'urgence sécuritaire après 2015. Mais est-ce qu'avec l'état d'urgence sanitaire, vous craignez qu'il remplace à un moment donné le droit commun ? Comme vous venez de le dire, ce fut le cas après l'état d'urgence de 2015, puisqu'on a créé la loi SILT qui a pérennisé les mesures administratives de perquisition et d'assignation à résidence. C'est déjà le cas, puisqu'on a créé un état d'urgence sanitaire avec une nouvelle loi qui restera dans le droit commun, et il est probable que de nombreuses des dispositions exceptionnelles mais qui ont lesquelles ? été Parce que prises... c'est la question qu'on se pose. Quand il n'y aura plus de pandémie, on ne va pas nous demander de porter des masques dans la rue, on est bien d'accord ? Alors ça, déjà, on ne sait pas ce que seront les mesures qui seront prises à la fin. En revanche, il y a un transfert de compétences du judiciaire vers l'administratif qui existe toujours en matière d'état d'exception. Ça va rester. Donc on a donné beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif. On a réduit également le pouvoir législatif. On l'a vu, le pouvoir législatif a procédé par ordonnance, et c'est quelque chose qui rentre dans les habitus institutionnels et qui est critiquable parce qu'on réduit les contre-pouvoirs à l'égard de l'exécutif. Alors, on va s'intéresser à cet exécutif. Cette semaine, le président français a fait allusion aux nombreuses critiques sur la gestion de la crise sanitaire par son gouvernement. Une petite phrase n'est pas passée inaperçue. Cette stratégie, elle assume aussi la part de risque et d'erreur. Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Ariel Imi, vous êtes un des 60 millions de procureurs. Je suis un petit peu atterré par ce type d'expression, pour tout vous dire, parce que c'est un gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités et sa fonction. Qui dit fonction et haute fonction dit responsabilité importante. Et là, il y a une forme de victimisation, et c'est pas... Ça même fragilise un petit peu l'image d'un gouvernement qui doit être fort en temps de crise à l'égard de la population française. Alors Emmanuel Macron pose la question, là, comment faire face à la crise et avancer ? Quelles sont vos solutions ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas à donner de réponse en matière médicale ou épidémiologiste. Il y a des médecins, il y a des épidémiologistes, il y a également des hommes politiques qui sont là pour prendre des décisions. En revanche, ce que je dis dans cet ouvrage, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de faire disparaître tous les contre-pouvoirs, ainsi que la démocratie, à un moment où on est en crise. On n'est pas obligé de considérer les citoyens français comme des personnes, ou même d'ailleurs, plus vraiment comme des personnes, mais plutôt comme... Vous dites-vous comme des citoyens virus, d'ailleurs, oui, puisqu'on les a un petit peu on les a même beaucoup essentialisés, parce que pour permettre d'assigner à résidence toute la population française du jour au lendemain, en leur disant vous restez chez vous, sans avoir une attitude éventuellement de responsabilisation de la population française, il faut considérer qu'ils sont tous facteurs de contamination, comme ce fut le cas d'ailleurs en 2015 pour les musulmans, que l'on a tous soupçonné à un moment ou à un autre d'être proches. Enfin là, pour le coup, chaque citoyen peut être porteur du virus. C'est une réalité. Alors, c'est une réalité. La question, c'est de savoir si on doit l'intégrer dans un raisonnement juridique.
C'est ça la question. Et la réalité, c'est de savoir si on va considérer qu'on peut assigner à résidence et utiliser un mécanisme d'exception à l'égard de toute la société française du jour au lendemain, ou est-ce qu'on pouvait éventuellement passer par un autre dispositif qui n'est pas un mécanisme exceptionnel, qui était le droit commun lui-même. Et la question, évidemment, c'est aussi de savoir si, à force d'utiliser des états d'urgence et des états d'exception, eh bien, on ne quitte pas définitivement le droit commun. Et on va voir que cette question ne se pose pas qu'en France. En Europe, les restrictions des autorités pour contenir l'épidémie font grincer quelques dents. C'est par exemple le cas en Espagne. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Madrid. Le récit de Mévalo. De la musique, des perruques mais pas de masque. Ici, on n'a pas peur du coronavirus et on le dit haut et fort. Au cri de liberté, des milliers d'anti-masques réfractaires aux restrictions défilent dans les rues de Madrid. Les quelques visages couverts le sont uniquement par peur de l'amende. L'Espagne est durement touchée par la Covid-19. 55 000 morts et 2,5 millions de cas confirmés ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. Des chiffres officiels auxquels ces négationnistes assumés ne croient pas. Les gens doivent cesser de se voiler la face, avoir moins peur et comprendre qu'il s'agit d'une mauvaise grippe. Il faut attendre que ça passe et c'est tout. De policiers minoritaires qui se posent en défenseurs de la liberté à des adeptes de la méditation, la défiance à l'égard du discours officiel rallie large, comme les théories anxiogènes concernant le vaccin. La campagne de vaccination est une expérience de transgénèse, en toute logique. C'est ce que disent beaucoup de scientifiques, entre autres. Et la société, ici, en Espagne, par exemple, dit que c'est pour éliminer le virus. Mais ce n'est pas le cas. Manipulation génétique, virus inexistant ou largement exagéré, ce n'est pas la première fois que les anti-masques espagnols défilent. Inspiré par cette grande manifestation organisée à Berlin cet été, un mouvement pour le moment encore de faible ampleur, mais qui grandit à travers l'Europe après chaque annonce de nouvelles restrictions. Ariel Imi, on ne voit pas ce genre de manifestation en France, pourquoi ? Peut-être parce qu'on est peut-être mieux informé, mieux éduqué. Je pense que c'est vraiment une question... Parce que l'État est plus généreux aussi ? Peut-être qu'il y a eu des communications différentes selon les pays et c'est vraiment lié à la communication. En revanche, il y a aussi des mécaniques complotistes sur les réseaux sociaux, on le voit, elles se multiplient et en France aussi. Alors il n'y a peut-être pas certainement évidemment des manifestations, mais il y a quand même ce type de propos qu'on peut entendre dans certaines manifestations. Alors Ariel Imi, vous êtes avocat pénaliste, vous défendez de nombreuses victimes de violences policières, vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme. Demain, les autorités françaises démarrent une concertation avec les représentants des forces de l'ordre. Vous appelez à une refondation de la police. Pour vous, il y a un racisme systémique dans la police ? Alors, je parle d'analyse empirique. C'est-à-dire de nombreuses violences qui visent préférentiellement, malheureusement, les personnes des quartiers populaires. Pendant très longtemps, il y a eu dans les quartiers populaires, c'est-à-dire les quartiers où il y avait un plus grand nombre de personnes issues de l'immigration décoloniale, un grand nombre de violences à l'égard de la population. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est aussi dans le centre de Paris et ça vise tout le monde. Ça s'est étendu, c'est comme une tache d'huile. On part d'expérimentation minoritaire à un endroit donné sur une géographie, et puis après, ça s'étend sur tout le territoire. Effectivement, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes et on voit qu'il y a une violence et une confrontation permanente entre la police et les citoyens aujourd'hui. Donc dire qu'il y a un racisme systémique, c'est aussi prendre la parole du ministère de l'Intérieur qui reconnaît qu'il y a aujourd'hui un problème structurel et qui appelle à plus de racisme. Et qui appelle à plus de formation aussi, mais police plus violente, société plus violente aussi. Police plus violente, société plus violente, je ne sais pas. Je dois vous avouer que je ne sais pas si elle est plus violente. Police plus violente, oui, je le vois en permanence. On a tendance à dire que, au contraire, la délinquance tend à se réduire avec le temps et on le voit avec les chiffres de la délinquance. Donc je ne crois pas qu'il y ait une société plus violente. Je pense qu'il y a une vision plus autoritaire du ministère de l'Intérieur à l'égard de la police, moins de formation et une volonté finalement d'avoir, à partir du moment où on a un pouvoir politique qui est très fragile, d'asseoir son pouvoir sur une police qui est violente à l'égard de la population. Est-ce que intrinsèquement vous dénoncez une dérive autoritaire des autorités ? Oui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense qu'on est aujourd'hui dans une façon autoritaire d'exercer le pouvoir de la part d'Emmanuel Macron, un petit peu aussi du gouvernement précédent. On a un régime autoritaire. La question, c'est de savoir, avec la succession d'états d'urgence que nous vivons et la dislocation de notre droit commun, c'est de savoir si on ne va pas et on ne se dirige pas vers un état de police, c'est-à-dire cet état où on transmet le pouvoir à la police. Et c'est ça la vraie question. Ariel Imi, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je
rappelle le titre de votre essai, Le coup d'état d'urgence aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci.